Instagram, c'est des likes, des partages et des vies de rêve, ou parfois une belle mise en scène. Alors comment préserver l'authenticité et l'humain au cœur du virtuel ? Bienvenue sur Universel. On est heureuse de vous accueillir aujourd'hui. On se retrouve dans un cadre un peu spécial, puisqu'on retrouve Cécile, alias Madame B-Blog. Donc, c'est une créatrice de contenu qui est passionnée de DIY, mais elle va nous en dire un peu plus. On va aborder un sujet crucial aujourd'hui, qui est souvent négligé, à savoir la santé mentale dans nos vies en général, mais principalement dans le milieu de l'influence. Du coup, avant de commencer, on va chacune se présenter. Donc, pour commencer, je suis Lénaïque. Je suis maman de 3 enfants, j'ai 35 ans et j'aime débattre et parler, ouvrir à l'échange, toujours avec un peu d'authenticité et puis que ça pousse à la réflexion pour chacun. Et moi, c'est Pauline. Je vais bientôt faire 35 ans. Ça fait 10 ans que je vis dans le Lot-et-Garonne. Je suis de Pau, c'est important que je rappelle mes racines. Et donc, j'ai ouvert mon institut de beauté au mois de juin et je suis principalement magnétiseuse. Donc, c'est vraiment un institut de beauté ouvert à beaucoup de choses. Je fais du coaching, je fais des soins esthétiques purs et durs. Et voilà, maman de 2 enfants aussi, mariée. Et donc, j'habite dans le Lot-et-Garonne. Donc, moi, je m'appelle Cécile, j'ai 40 ans, je suis maman de 2 petites filles. J'habite également Lot-et-Garonne. Et depuis une dizaine d'années, je fais de la création de contenu. Au départ, de la création de contenu vraiment dédiée à l'univers familial, donc pour les enfants. Et puis, il y a maintenant 4 ans, j'ai acheté une maison avec mon mari, qu'on a rénovée. Et je me suis orientée sur la partie déco, tout simplement parce qu'on partageait nos chantiers rénovation, décoration de la maison. Et donc, spontanément, j'ai partagé ce contenu-là. Et plus tardivement, les DIY qui sont arrivés il y a maintenant 1 an à peu près. Et voilà. Et je suis plutôt quelqu'un de très créatif et j'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui. En tout cas, d'abord, merci Cécile d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Cécile, pour faire un petit débrief, en fait, on s'est rencontrés il y a 1 an et demi et voilà, on a toujours beaucoup échangé, on s'est suivis l'une et l'autre et voilà, on discute beaucoup. On s'est rapprochés sur plein de points communs. Donc du coup, déjà, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est pas un exercice facile pour aucune de nous 3, quand même qu'on se le dise. Donc voilà, du coup, moi, je connais un petit peu ton parcours, mais est-ce que tu veux bien nous le raconter et pourquoi tu es partie aussi sur ton projet d'être créatrice de contenu ? Alors moi, comme je vous le disais, je suis sur les réseaux sociaux depuis 10 ans. Au départ, pour partager mon quotidien de maman, parce que y a cette période où on est un peu en congé maternité, on recherche de l'inspiration pour les chambres d'enfants, les univers, déjà de la déco finalement. Et je vais voir très vite que j'ai une communauté qui se constitue autour de ce sujet. Et c'est à l'époque où Instagram, on va dire, les gens commencent à s'inscrire dessus et à vraiment se fédérer autour de sujets, on va dire ça comme ça. Et donc, très vite, je vais avoir, on va dire, 10 000 personnes à peu près qui me suivent sur les réseaux sociaux sur cet aspect famille. Et dans ma vie, à ce moment-là, moi, je suis en charge du marketing dans une boîte de télécom à l'étranger, puisque je suis partie à l'étranger pour le travail. Et je vais faire un burn-out. Et suite à ce burn-out, on avait aussi la volonté, on était partis à l'étranger, on voulait revenir dans le sud-ouest, donc on a cette volonté de retour chez nous. Et tout ça on dit souvent qu'on finit par être aligné avec ses prises de décision, mais à ce moment-là, je suis enceinte, je fais ce burn-out. Mon mari a une opportunité professionnelle dans le sud-ouest, donc finalement là où on avait envie de rentrer. Et ce côté création de contenu qui commence à bien fonctionner. Et donc je me dis, c'est une piste à explorer. Je vais continuer en fait à faire plus assidûment de la création de contenu sur ma page Instagram. Et en fait, pour finir par en faire une activité principale depuis un peu plus d'1 an maintenant,
à temps plein, puisqu'aujourd'hui ça occupe 100% de mon temps. Et voilà comment, au départ, c'était plutôt un loisir, et c'est devenu aujourd'hui mon travail à temps plein. Ouais. Et c'est vrai que Pauline te connaît depuis quelques temps déjà. Et spontanément, quand on t'a proposé de faire le podcast, quand elle t'a proposé de le faire avec nous, c'est vraiment naturellement que tu as proposé ce sujet-là, à savoir la santé mentale dans ton milieu, dans ton domaine. Qu'est-ce qui t'a poussé à aborder ce sujet-là Alors en fait, on a échangé avec Pauline qui m'a proposé de venir sur le podcast, et effectivement, elle m'a dit voilà, libre à toi de nous proposer un sujet. Et pour moi, à ce moment-là, si tu veux, la santé mentale chez le créateur de contenu m'a paru être un sujet vraiment très... Voilà. C'était ce sujet, si je venais, c'était pour parler de ce sujet-là, parce que aujourd'hui, sur la partie création de contenu, souvent on voit le côté strass et paillettes que certains créateurs de contenu décident de mettre aussi beaucoup en avant. Et c'est vrai que les gens partagent la plupart du temps que les choses positives, quand tout va bien, quand tout se passe bien, etc. C'est une volonté chez beaucoup de créateurs de contenu. Mais on en oublie qu'en fait, derrière la création de contenu, il y a aussi beaucoup de choses qui font que la santé mentale est mise à rude épreuve. Je prends ne serait-ce que l'exemple des chiffres. Aujourd'hui, on est, nous, en tant que créateurs de contenu, face à une certaine pression, on va dire ça comme ça, du chiffre, combien de personnes ont liké un réel qu'on a posté, combien ont mis un commentaire, est-ce que les gens ont bien réagi, mal réagi, l'algorithme d'Instagram, il est tout le temps en train de changer, donc quand on poste quelque chose, est-ce que ça va être diffusé, pas diffusé, voilà. Donc ça, c'est une partie. Il y en a plein d'autres, des facteurs comme ça. Mais on a ce côté pression du chiffre, par exemple, qui va faire que si toi, tu as mis tout ton cœur à développer un contenu qui te parle, qui te plaît, et que tu le postes et tu te rends compte que finalement, il n'y a personne qui qui réagit, la première chose, c'est pas tu vas te dire c'est Instagram qui n'a pas diffusé mon contenu. La première chose que, en tout cas, moi, je me dis, c'est... À part si t'es Pauline. La première chose que moi, je me dis, c'est qu'est-ce que j'ai foiré, tu vois, qu'est-ce que j'ai mal fait, Donc, tout de suite, en fait, tu portes sur toi... Une remise en question qui est permanente, en fait. Exactement. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui... il y a ça, il y a d'autres choses. Il y a pour donner autre chose qui va jouer sur cette partie santé mentale, c'est le fait aussi que tu travailles seul. Oui. On l'oublie, mais le créateur de contenu, même s'il est très souvent sur ses réseaux sociaux, parce que les gens voient des stories quotidiennes, voient des réels qui sont hebdomadaires, etc., les gens ont l'impression que tu es tout le temps avec ta caméra et que tu parles à des milliers de personnes, donc t'es pas tout seul, mais en vrai, t'es tout seul. Et ça, c'est difficile, ça fait partie aussi du quotidien de certaines personnes qui travaillent seules, qui sont freelance, par exemple. Et c'est quelque chose... Donc, toi, par exemple, tu as posté ton contenu, tu as déjà des doutes, et en plus, tu es seul face à tes doutes. Et en plus de ça, dans ton quotidien, les gens avec qui tu échanges, c'est des gens qui ne sont pas forcément créateurs de contenu, donc qui ne connaissent pas forcément le métier, et qui en plus ne vont pas forcément comprendre, tu vois, ce que toi tu vis. Mm-hmm. Donc ça crée, si tu veux, cette bulle un petit peu où toi tu... Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, tu parlais du côté strass paillettes. Moi, je suis consommatrice à mon niveau plus de réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que tu pourrais me dire pour montrer l'envers du décor un peu, pour m'expliquer les personnes ont tendance à croire que le créateur de contenu, il est souvent assis sur son canapé. C'est un peu l'image qu'on en a. Quand il mange du chocolat, il poste son bon chocolat. Et en fait, c'est le créateur de contenu aujourd'hui. Alors peut-être qu'il y a 10 ans, c'était un peu plus le cas. On était plus dans la spontanéité du message, etc. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça aujourd'hui. Pour vivre de la création de contenu, tu collabores avec des marques, et ces marques-là, elles donnent un budget
pour lequel toi, tu dois réfléchir à un storytelling pour être amené à parler d'un produit que tu vas utiliser ou que tu as déjà utilisé. Et donc, si tu veux, on vient te chercher pour le côté créatif, pour aussi la diffusion. Il ne faut pas se leurrer. Le fait que tu aies des abonnés, les gens viennent... Et l'engagement qui va avec, les gens viennent aussi pour ça. Enfin, ils viennent te chercher aussi pour ça. Et donc, tout ça va faire que aujourd'hui, en tant que créateur de contenu, tu n'es pas assis sur ton canapé toute la journée. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Manger du chocolat. Voilà, à manger du chocolat. Donc, qu'est-ce que tu fais en vrai, tu es multicasquette, tu vas être photographe, parce qu'il faut faire aujourd'hui des bonnes photos pour pouvoir partager ton contenu de façon jolie et attirer les gens, que ça leur parle et qu'ils aient envie aussi de consommer ton contenu. Mais tu vas aussi devoir faire des vidéos sympas, parce que si tu commences à faire des vidéos de 3 minutes où tu as un son qui est pas top et qu'il n'y a pas de lumière, et, les gens en vrai ils vont regarder 5 secondes et puis ils vont passer à autre chose. Donc tu as ce côté aussi un peu vidéaste. Tu as ta compta, parce que le banquier, il faut que ça rentre. Que ça rentre. Et pas que le banquier d'ailleurs. Et comme ça, tu as tout un tas de métiers en fait, que tu vas faire toi tout seul. Et encore une fois, c'est pas propre qu'aux créateurs de contenu. Non, mais il faut pas oublier que le créateur de contenu, il n'a pas que cet aspect être dans le canapé et manger du chocolat. Oui, parce que derrière, comme tu disais, il y a beaucoup d'activités qui se greffent à ton activité principale, celle dont tu vis aujourd'hui. Et toi, pour les gérer, en fait, comment tu fonctionnes au quotidien ? Est-ce que tu as un petit tips, ou une organisation qui t'est propre, ou est-ce que quelque chose dont tu as évoqué question. Avec d'autres créateurs de contenu et que c'est récurrent et que ça revient Non, en vrai, moi, sur la partie création de contenu, je me suis donné un objectif, c'est de au moins publier une fois par semaine un réel qui mette en avant mon axe principal, à savoir le DIY. Donc vraiment, une fois par semaine, je publie un contenu DIY. Et si tu veux, ça plus les différentes collaborations que j'ai en cours vont organiser mon planning. Donc par exemple, je sais que le mardi et le jeudi, je publie en général un réel. Et je vais poster en plus de ces 2 réels un post carrousel avec plusieurs contenus, à la fois vidéo, à la fois photo. Et donc pour produire tout ça, il me reste toute la semaine pour que, évidemment, je ne vais pas produire mon contenu lundi pour mardi. Donc en général, tu vois, je vais être sur la fin de semaine dernière pour mon contenu du mardi et puis sur toute la semaine pour mon contenu, jusqu'à mon contenu du jeudi. Et ça me laisse une marge de manœuvre parce que des fois, le jeudi, il y a eu des impondérables, un client qui a voulu revoir un contenu, etc. Et donc, tu vas devoir postposer au dimanche. Mais au moins, ça me laisse de quoi me réorganiser. Et en dehors de ça, c'est l'avantage d'être aussi créateur de contenu et d'être freelance en général, c'est que tu t'organises après comme tu as envie. Si le matin, tu préfères faire ta compta, tu fais ta compta, etc. Moi, ce que je sais, c'est que le matin, en général, il n'y a pas beaucoup de luminosité, donc on ne peut pas filmer. Je n'ai pas de matériel au niveau éclairage, etc. Donc, je filme tout en lumière naturelle. Donc, je privilégie de faire tous mes contenus plutôt les après-midi. Et donc, les matins, c'est plutôt toute la stratégie. Ça va être les appels visio avec les gens avec qui je travaille. Ça va être de la compta. Voilà, des trucs un peu moins sympa. Émerger de l'iceberg. Du coup, il y a une autre question qui... Enfin, on sait un peu que ça fluctue, c'est-à-dire que on a vu aussi, par exemple, beaucoup de jeux concours en décembre. Il y a quand même des grosses périodes en termes de création de contenu. On se doute bien que certaines marques, c'est vachement saisonnier. Comment toi, tu fais face à que tous les mois, financièrement, c'est peut-être pas la même chose? Voilà, ça fait partie des fameux facteurs qui jouent aussi sur ton mental. Parce que, tu le dis, il y a des mois où pendant plusieurs mois, tu ne vas pas avoir de rentrée significative financière. Et en fait, de par ce biais-là, ça va forcément influer. Il n'y a pas de
t'as pas de garantie. En fait, sauf si tu fais un contrat sur la durée avec une marque, donc tu es dans une collaboration longue, ça existe, mais c'est quand même plus rare. Mais la majorité des collaborations aujourd'hui, c'est des one-shots, donc c'est des choses qui se font une seule fois. Et donc, au-delà de l'aspect saisonnalité, tu as le fait que, bon, il y a des marques, elles ont un type de produit, elles vont faire appel à toi une fois dans l'année, elles vont pas refaire appel à toi le reste du temps. Donc, tu te retrouves comme ça, parfois, certains mois, plusieurs mois d'affilée, où tu vas pas avoir de rentrée d'argent. Et effectivement, faut avoir le mental. Le mental, parce que moi, souvent, on me dit, et surtout les jeunes, que je rencontre me disent « Ah, c'est génial et tout, créateur de contenu, moi j'aimerais vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. » Et souvent, je leur dis que c'est pas pour tout le monde. C'est un métier qui n'est pas fait pour tout le monde parce qu'il faut être accroché et que, encore une fois, on met en avant que le positif et que voilà, quand pendant 6 mois, tu n'as pas de rentrée d'argent, t'as pas de rentrée d'argent. Ouais, c'est compliqué. Je pense que tout le monde n'a pas le mental pour se dire « Ouais, pas de souci. » Et après, tu vas avoir, à contrario, des phases où pendant 2 mois, tu vas rentrer confortablement. Et où là, ça fait les montagnes russes, tu vois, un petit peu au niveau émotion. Et donc, ton mental, il est assujetti comme ça à des variables. Et toi, tu dois essayer d'être un peu linéaire quand même parce que... faut pas trop s'emballer dans les phases montantes et pas être trop dans le down. Exactement. Donc, tu as des projets qui vont vraiment te parler, qui vont vraiment te motiver. Tu vas être hyper contente, donc tu vas partir à fond. Et puis après, pendant 3 mois, tu signes plus rien, donc tu vas vraiment redescendre. Et le tout, c'est de réussir à pas redescendre trop bas et à pas remonter trop haut. Tu vois. Donc, essayer d'être dans la moyenne. Et ça, je réitère, je pense que c'est pas contrairement à ce qu'on se dit, c'est pas facile. Non. Après, je pense que c'est pas les cas à la création de contenu. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent complètement dans ce que tu dis aussi. Enfin, moi, je l'ai vu là avec l'Institut. Novembre-décembre, je m'étais foutu une pression de dingue parce qu'il y a Noël qui arrive, les cadeaux qui arrivent. Et voilà, puis tu as le Black Friday qui est devenu aussi une pression pour les marques, pour les créateurs de contenu aussi, parce que tu le voyais partout. Et tu te dis, mais moi, je peux pas me louper à ce moment-là. Et donc, je pense que sur ce truc vraiment fluctuant, je pense que tout entrepreneur peut se retrouver là-dedans, parce qu'effectivement, c'est accepté qu'à un moment donné, ça rentre moins, mais c'est accepter aussi la charge de travail qui peut arriver quand c'est des mois folie. Il faut arriver à jauger ça, et je pense qu'effectivement, c'est pas facile. Enfin, en tout cas, moi, cet aspect-là, je le trouve complètement difficile aussi. Tu disais la saisonnalité, donc pour rebondir sur la saisonnalité, on sait, les créateurs de contenu, que novembre, Black Friday, décembre, Noël, c'est là où il y a le plus de demandes, et parfois tu es frustré, parce qu'en fait, il y a tellement de demandes qui vont arriver, des demandes que tu aurais aimé avoir au cours de l'année et que tu n'as pas eu. Et là, tu ne vas même pas pouvoir y répondre parce que tu n'as pas 5 bras et 4 jambes. Tu vois, tu dois faire avec ce que tu as. Et donc, tu te retrouves comme ça à, en plus, devoir dire non à des moments où tu aurais bien aimé répondre oui à ces sollicitations-là. C'est le manque de temps, et puis c'est aussi le manque un peu de ce que tu disais, de moyens physiques. Le fait de... pas pouvoir être partout tout le temps. Exactement. Et des fois, il faut faire des concessions, et c'est peut-être pas forcément au moment où t'aimerais ce moment-là, quoi. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'il ne faut pas se le cacher. 2024, ça n'a pas été une année facile pour les entreprises. Ça, c'est sûr. Je pense que beaucoup de créateurs de contenu en 2024 ont vu leurs chiffres redescendre. Alors peut-être pas tous, il y a sans doute des exceptions, mais voilà. En tous les cas, sur la partie déco, les entreprises, c'était vraiment très difficile pour eux. Donc ça aussi, c'est un facteur. 2024, c'était une année compliquée. Et dès lors que c'est compliqué pour des personnes avec qui tu es amené à collaborer, ça a des répercussions directes sur toi. C'est comme ça. Et ça aussi, au départ, quand tu te lances dans la création de contenu, tout le monde n'a pas conscience de ça, tu vois. Donc, il y a des créateurs de contenu qui ont arrêté la création de contenu parce que, justement, ils avaient besoin de ce côté sécurité de l'emploi, on pourrait dire ça comme ça. Mais ce truc de se dire,
quoi que je fasse, tous les mois, je vais avoir ma rentrée d'argent de temps et ça me sécurise et voilà. Et je suis OK avec ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour réussir à emmagasiner, bien que ça soit, même si tu es en capacité de le faire, c'est pas agréable de le faire, pas toujours agréable. Mais voilà, tu arrives à le faire et puis il y a des gens qui n'y arrivent pas et qui vont mettre leur santé mentale à mal et qui à un moment donné vont se dire j'arrête de mettre ma santé mentale à mal et je privilégie maintenant ma santé mentale et j'arrête et je fais autre chose. Et du coup, pour toi, le plus gros stress au quotidien, c'est le fait que les mois peuvent fluctuer ? Il y a 2 choses pour moi qui sont difficiles. Il y a effectivement le côté fluctuation, où pour moi, c'est vraiment les montagnes russes. J'ai encore du mal à être au milieu. Je suis toujours soit très haut, soit très bas. Voilà. Et la deuxième chose qui est très pénible et très difficile, je trouve, et je pense que j'en ai pris conscience tardivement, c'est les chiffres. Alors, souvent, on te dit « Ouais, mais t'as combien d'abonnés ?»« Ah oui, 150 000, etc. » Ouais, ok. Mais en fait, que t'en aies 10 000 des abonnés ou que t'en aies 1 million, je pense que t'as toujours la même problématique. C'est que t'es suivi, en fait, et que quand tu postes quelque chose, t'as cette peur de pas... de pas satisfaire. Ouais, de pas répondre à l'attente des gens, en fait. Donc, tu te mets une pression et en fait, tu te rends compte, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, des réels que j'avais pas... Je me suis dit, ouais, c'est pas assez bien, tu vois, pour le partager. Et où vraiment, j'ai remis en question le fait de le partager ou pas. Et mon conjoint m'a dit, mais vas-y, le truc est très bien et tout, je comprends pas pourquoi tu veux pas le poster. Donc, je poste le contenu-là que je m'étais dit, je pense, j'aurais été seule, je l'aurais pas posté. Et c'est celui qui a le mieux marché, tu vois. Donc, et ça, c'est dur parce que tu peux pas l'appréhender. Alors, Instagram vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui est les réels tests. Donc maintenant, tu peux tester auprès de ta non-communauté pour voir comment elle va réagir. Mais pour moi, c'est un peu bizarre parce que tu t'adresses pas à ta communauté comme tu t'adresses à des gens qui te suivent pas. Tu vois, c'est 2 manières de communiquer différentes. Et puis le retour aussi. L'attente n'est pas la même puisque... Et puis tu peux tout à fait satisfaire et plaire à des gens qui ne te suivent pas parce que tu évoques un sujet. Et ce même sujet ne va pas intéresser ta communauté et vice-versa. Donc bon, tout ça pour dire que ce côté test, pour moi, je ne suis pas convaincue que ça soit vraiment un test. Mais voilà, en tous les cas, quand tu postes quelque chose, tu ne peux pas savoir avant si ça va marcher ou pas. J'en suis la preuve, c'est que je pensais des choses qui ne me marcheraient pas ont très bien marché, des choses où j'étais persuadée que ça allait super bien marcher, qui ont marché moyennement, quoi. Donc, Et la partie critique ou comparaison avec d'autres créateurs, est-ce que ça fait partie d'un des facteurs concernant qui... Oui, alors moi qui suis perfectionniste, parce que voilà, c'est un trait de mon caractère, je suis dans la comparaison constante sur la production de contenu, c'est-à-dire quelle est la qualité, en termes de vidéos, je vois des nouveaux effets, des nouvelles façons de faire, et en fait, tu es toujours en train de te dire que ce que tu fais, c'est moins bien, tu vois. Ah ouais, ça c'est vachement mieux chez Truc, ça c'est... ça ils ont vachement bien fait. Et en fait, parfois, je m'oblige, quand je sais que j'ai un contenu à faire, je m'oblige à pas regarder, en fait, à pas consommer le contenu des autres, le temps que je produis mon contenu, parce que sinon je me mets une pression. Et limite, en fait, je procrastine. Parce que je me dis, comment je pourrais faire ça, et ça, j'avais vu qu'ils avaient fait comme ci, et moi, si je faisais ça... Et en fait, un jour, j'échangeais avec mon mari, il m'a dit un truc, il m'a dit, c'est pas parce que les autres font quelque chose qui marche que tu dois faire la même chose, tu vois. Que ça va marcher chez toi, et que ça va marcher aussi. Exactement. Et on en a beaucoup parlé au temps. fil des podcasts. Et c'est vrai qu'on peut pas appliquer... c'est pas une recette de cuisine. S'il y a le petit truc en plus qui est pas donné dans cette recette, ça va fonctionner pour l'un, ça va pas fonctionner pour l'autre. Moi, mon mari il fait très bien la cuisine, une brioche elle va lever, mais si c'est moi qui l'a fait, je peux suivre la même recette, elle lèvera pas. Mais donc j'ai un peu ce parallèle là. Non mais c'est vrai, c'est que non mais oui, du coup c'est une recette en fait, c'est-à-dire que
T'auras beau, c'est comme quand tu dis Il y a de soi, les quoi. meilleures crêpes, c'est ma mère qui les fait parce qu'en fait c'est sa façon à elle de faire les choses. Et toi t'auras beau les faire, elles seront très bonnes, mais c'est sa façon à elle de faire. Et toi t'as connu ça. Et c'est difficile, mais effectivement. Et c'est comme ce discours, on l'a eu plein de fois. Moi je l'ai vu avec l'Institut en 6 mois parce que j'ai lancé plein de projets. Et tu vois, ça me fait rire ce que tu dis parce que combien de fois j'ai dit à Léna, tous les projets sur le site internet que j'ai pu lancer, que vraiment j'y croyais à fond, que je portais parce que c'est un truc, gros flop, tout est relatif, mais pas à la hauteur. Et tout ce que je me dis, ouais, bon ok, je vais tester, on verra si ça marche ou si ça marche pas, je vais tester, mais ça marche. Non, mais la leçon que je retiens de ça souvent, c'est qu'en étant perfectionniste, on met la barre tellement haute qu'on a l'impression que tout ce qui est accessible, entre guillemets, ça va moins marcher parce que c'est du déjà vu, c'est déjà fait, etc. Alors qu'en fait, les gens, c'est juste qu'ils t'identifient toi pour faire quelque chose qui est accessible pour eux. Et donc, c'est toi. Tu vois, ils ne sont pas venus chercher le contenu, ils sont venus te chercher toi. Et ça, tu le comprends au fur et à mesure. On dit toujours qu'il faut tester pour voir. Et au final, c'est ça, tu vois. Parce que quand je vois les vidéos, certaines qui ont fonctionné, presque je voyais pas ma valeur ajoutée. Tu vois. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais oui. c'est quoi? C'est de te dire j'ai pas fait quelque chose qui moi me convient, ou est-ce que c'est vraiment de te dire ça va pas plaire? Je sais pas si tu vois cette différence de notion. Moi, quand je poste quelque chose, là où j'ai peur, c'est que ça plaise pas. Mais toi, ça te plaît à chaque fois que tu fais, ça te plaît? Oui. Je poste, je vais pas au bout d'un projet si ça commence à... tu vois, ça m'est déjà arrivé parce qu'on dit le DIY, c'est un contenu particulier. Il faut quand même réfléchir en amont à une idée, la tester. Des fois, ça marche pas, donc il faut retester avec autre chose pour voir si ça marche. Parfois, ça marche, donc tant mieux. Parfois, ça marche toujours pas. Et à un moment donné, tu vois, ou alors, tu vois le résultat, tu fais, mais c'est juste moche, quoi. Non, mais c'est vrai, il faut... Oui. Et ça, je le dis très souvent quand j'échange avec les gens, où ils me disent, ah, mais franchement, tout ce que tu fais, c'est très beau. Non. Tout ce que je vous partage est très beau. Mais il y a des choses, comme tout le monde, je vois le résultat, c'est très moche, je le partage pas, quoi. Tout à l'heure, tu parlais de la pression des chiffres. Ma question, elle est, est-ce que c'est toi qui te mets une pression? Alors, parce que, comment expliquer? Est-ce que c'est toi qui te mets d'abord la pression du chiffre en te disant, moi, ma réussite, elle passe par, j'ai envie d'avoir tant de likes, tant de partages? Ou est-ce que vraiment, de suite, tu te dis, si j'en ai pas assez, j'aurai peut-être plus de collab derrière? Alors non, moi, comment je fonctionne? Quand je vois... En fait, aujourd'hui... Si tu veux, sur Instagram, ta seule façon de savoir si ce que tu postes plaît aux gens, en fait, si ton contenu est intéressant pour les gens, c'est les chiffres. En fait, tu n'as pas d'autre moyen de savoir, si ce n'est si les gens t'écrivent en message privé. Mais c'est beaucoup plus rare quand même que de juste mettre un like et un commentaire sous un réel. Donc en fait, quand tu postes quelque chose, clairement, si tu vois qu'il n'y a personne qui like et personne qui commente, autant dire que c'est un échec. Enfin, un échec. C'est un contenu qui n'a pas satisfait, qui n'a pas plu. Et c'est au-delà de la partie collaboration. Moi, aujourd'hui, dans les contenus que je poste au quotidien, il va y avoir 20% de collaboration rémunérée versus 80% de juste moi à vous, quoi, en gros. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune sponsor sur ces contenus-là. Donc, ces contenus que je partage, si tu veux, c'est même pas est-ce que ça satisfait la collaboration que j'ai eue ou est-ce que ça satisfera la collaboration que je vais avoir. Parce que, si tu veux, c'est moi qui l'ai produit, c'est moi qui ai acheté le matériel pour produire mon DIY, par exemple, sans dire je vais mettre en avant telle marque ou quoi que ce soit. Donc, quand je le poste, si je vois qu'il n'y a pas de réaction, je me dis, soit c'est parce que des fois, je m'éloigne un peu, c'est-à-dire... Mon cœur de DIY, normalement, c'est la déco. Parce que l'idée, c'était de montrer aux gens qu'on n'est pas obligé de toujours acheter sa déco. On peut la faire soi-même, mais on peut aussi upcycler des choses qu'on a déjà parce qu'on veut les rendre plus dans l'air du temps. Ou voilà, parce que, un peu comme la mode, la déco, ça évolue. Et donc, tu veux un peu customiser pour redonner une deuxième vie. Et donc, au départ, c'est ça.
Mais ça m'arrive de temps en temps de faire un DIY. Je sais pas, une fois j'ai fait des boucles d'oreilles en polymère, rien à voir avec la déco. Mais parce que j'avais cette envie pour moi et que je l'ai partagée, parce que je me suis dit ça peut intéresser les gens. Et c'est vrai que il s'avère que sur ce partage-là, c'était positif. Mais si ça avait été un flop, si tu veux, je me serais dit, bon, on va rester sur peut-être le DIY la décoration. déco, tu vois. Parce que peut-être que des gens... Ou tu fais un deuxième test, tu regardes. Mais aujourd'hui, c'est le seul curseur qui te permet... nous, c'est pas le chiffre d'affaires comme d'autres entreprises. Nous, c'est le seul curseur où on se dit, OK, on satisfait finalement les personnes qui nous suivent et c'est OK et on est bon là-dessus. Parce que voilà, le jour où tu es plus bon là-dessus... Alors oui, après, il ne faut pas se leurrer. Hein, si tu fais ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, effectivement, au bout d'un moment, tu te dis, bon, mais là... Je remets en question. Je remets doucement en question sur ce que je fais. Quoi. Ok, oui, donc ça passe vraiment par ta propre analyse des chiffres et de toi, ce que tu attends de toi. C'est pas vraiment tant que la pression que peuvent exercer les entreprises. Non, en tout cas, moi, aujourd'hui, je ne l'ai pas ressenti. Comme ça, ok. Ouais. Et après, je pense aussi que ça dépend des comptes, ça dépend des collaborations, enfin des gens avec lesquels tu travailles aussi. Hein. Il y a des marques, il ne faut pas oublier qu'en tant que créateur de contenu, on n'est pas que là pour le chiffre. Il y a des marques qui font appel à toi, qui ne sont pas du tout... l'influence est un plus, mais ils viennent te chercher pour la partie créativité. Oui. Tu vois, ils viennent parce que ils ont envie d'exploiter ton contenu sur leurs réseaux sociaux à eux. Ça leur évite à eux d'avoir à créer du contenu. Et ils aiment ta façon de faire, donc ils font appel à toi. Aujourd'hui, ça se démocratise. Maintenant, on appelle ça de l'UGC, de plus en plus. Donc, c'est des gens qui sont vraiment payés pour faire du contenu vidéo où les droits sont vraiment cédés aux marques. Et les marques peuvent utiliser ces vidéos-là comme ils le souhaitent. Et donc, parfois... il y a des marques qui viennent pour ça. Tu vois, ils ne viennent pas forcément pour le côté influence. D'ailleurs, dans les collaborations que j'ai, il y a des marques qui te demandent à avoir les chiffres que tu as fait sur ta collaboration avec eux, et tu as des marques qui ne te demandent jamais. Et souvent, d'ailleurs, les collaborations sur la durée, c'est des marques qui ne te demandent jamais, parce qu'en fait, ils ne sont pas venus te chercher pour ça. Okay. Ouais, ils sont venus chercher l'individu. L'individu, l'image de marque, en fait. Ils veulent associer leur image de marque à toi. À ton identité, à qui tu es, exactement. Ce que tu représentes, etc. Donc, les chiffres, comme te le demandait Pauline, et quelles conséquences, en fait, à partir de quel moment tu te dis, j'ai posté, est-ce que c'est dans les 5 minutes qui suivent, tu te dis, il n'y a pas un like, là, ça... Est-ce que ça crée Donc, quand tu postes une vidéo, très vite, tu vois si elle va être virale ou pas. Parce que très vite, en fait, tu vois les chiffres qui s'envolent. Ouais. Donc, une vidéo que tu vas poster et où tu vois que ça commence à partir tout doucement, tu te dis, bon, ben voilà, ça ne sera pas la vidéo de l'année. Hein. C'est comme ça, Et d'autres vidéos, à contrario, où là, tu postes et tu vois... Et donc, on le disait tout à l'heure, le mental, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois... En tout cas, moi, je suis comme ça, et je pense qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui partagent cet avis. C'est que tu vois une vidéo qui s'envole, tu es content, tu vois. Donc, tu as tendance à monter un peu comme la vidéo. Et effectivement, la vidéo ne marche pas, et tu vois tout le travail que tu as mis, et évidemment, tout comme la vidéo, tu vois, tu pars un peu moins... Et quel est ton premier sentiment par rapport à ça si tu as une vidéo qui ne fonctionne pas? Est-ce que c'est de te remettre en question on a bien compris que c'est toi que tu remettais en question principalement. Mais est-ce que c'est de te dire j'arrête? Est-ce que c'est de prendre du recul? Quelle est, face à cette situation-là, ta manière d'agir en fait? Alors, il y a plusieurs choses par rapport à ce que tu dis. Alors, la première, c'est que je me remets en question et des fois, ça m'arrive quand même de remettre en question Instagram, parce que moi, c'est la plateforme sur laquelle je suis le plus active. Je poste un petit peu sur Pinterest, un petit peu sur TikTok, mais voilà, c'est pas mes plateformes de prédilection, donc je suis vraiment beaucoup sur Instagram, et c'est là que je suis le plus suivie. Et ça m'arrive aussi de remettre en question la plateforme parce qu'il y a des évolutions et qu'en tant que créateur de contenu, tu vois tout de suite quand il y a une mise à jour d'algorithme parce que les chiffres ne réagissent plus pareil. Donc tu vois bien que le monitoring de ta diffusion se fait sur d'autres paramètres.
Et donc, tu dois rechercher à nouveau quels sont les paramètres pour essayer de comprendre quelle est la nouvelle lubie du réseau social sur lequel tu partages ton contenu. Donc, tu te remets en question, mais ça arrive aussi de remettre en question la plateforme. Et après, ça, je pense que c'est propre à chacun et ça dépend de la personnalité. Mais moi, j'ai toujours cette tendance, tu vois, ça m'arrive souvent de me dire, je vais tout envoyer valser, quoi. Je vais arrêter. Souvent, je me reprends après, mais bon, parce que c'est mon caractère et je pense que je suis obligée de passer par ces phases-là. Mais ouais, ça m'arrive des fois de me dire, attends, j'en ai marre. Instagram, il y a 10 ans, tu postais une photo, tout le monde était content. Maintenant, tu en postes 10, c'est plus assez. Après, tu postes 2 vidéos par semaine et 10 photos dans un carrousel, c'est plus assez. Enfin, où est la limite ? Oui. Alors, tu as le grand ponte d'Instagram qui récemment a dit que tout avait été mis à jour sur l'algorithme pour faciliter, entre guillemets, la vie des créateurs de contenu et faire qu'on ne soit plus justement à toujours poster plus, etc. Mais vraiment de poster des choses de qualité de façon régulière, tout simplement en trouvant son rythme. Moi, mon vécu aujourd'hui, si tu veux, c'est que quand même, il faut produire. Il faut produire d'une qualité de plus en plus professionnelle. Qu'avant, c'était que sur la photo, maintenant, c'est photo et vidéo. Donc moi, si tu veux, tu montes aussi en compétences au fur et à mesure, mais où ça va s'arrêter tout ça, tu vois Oui, la montée en compétences amène aussi beaucoup de réflexions, beaucoup de questionnements sur qui on est et l'identité aussi de soi, ce qu'on a envie de faire, j'imagine. Moi, je sais que certains créateurs de contenu ont été embêtés par l'aspect vidéo, parce que c'est vrai qu'à la base, sur Instagram, c'était les gens qui étaient créateurs de contenu, c'était des bons photographes. C'était des gens qui prenaient des belles photos, etc. Moi, j'ai mis longtemps à réussir à faire des belles photos parce que j'étais pas équipée au départ. Je le faisais pas de façon professionnelle, donc j'avais pas cette volonté de professionnaliser. Donc je faisais des jolies photos, mais pas des photos professionnelles, quoi. Donc voilà. Donc j'ai mis du temps à faire de belles photos. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de belles photos, on en était à la vidéo. Bon, la vidéo, ça m'a pas plus finalement moi dérangé que la photo. Je me suis dit, tout comme la photo, au fur et à mesure, je vais évoluer, m'équiper, ça ira de mieux en mieux. Alors que les gens qui ont commencé, par exemple, sur Instagram, qu'avec la photo, et qu'ils étaient vraiment très, très pros là-dessus, quand est arrivée la vidéo, ils étaient perdus parce que eux, c'était vraiment leur cœur de métier. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les vidéos ? Et donc, il y a des créateurs comme ça où vraiment, ils n'ont pas réussi à faire cette bascule. Hein, et je peux comprendre que ça ne soit pas facile et donné à tout le monde. Aujourd'hui, sur ces deux médiums-là, moi, je m'en sors. Après, je sais pas, et on le disait tout à l'heure, on est dans la comparaison. Quand tu vois d'autres contenus, tu dis toujours que c'est mieux ailleurs que chez toi. Mais est-ce que tu es vraiment objectif sur ce que tu produis ? Est-ce que je pense pas, tu vois. Et je pense que tu as tout. C'est humain après aussi de regarder ce qui se fait, tu vois, ailleurs et de se dire ça c'est pas mal et j'ai envie de performer. Donc ta communauté a grandi au fil des mois et tu es passé de 10 000 abonnés, tu nous expliquais, à aujourd'hui 150 000. Est-ce que ça a eu des conséquences aussi sur ta santé mentale, cette augmentation d'abonnés ? Alors, en fait, je vais être encore plus juste. C'est-à-dire que pendant 5 ans, j'étais à peu près à 10 000 abonnés. J'ai eu très vite les 0-10. Et après, j'ai fait 10-18, autant de temps que j'avais fait... en 2 fois plus de temps que ce que je n'avais fait les 10 premiers. Et puis, est arrivée la plus grosse progression, c'est pas l'année dernière, parce que l'année dernière, j'ai fait 46 000 personnes à peu près en plus. Mais l'année encore d'avant, je suis passée de 18 000 à 100 000 personnes. Donc, si tu veux, c'était... là où, pendant tant d'années, j'avais pas augmenté ma communauté, je me suis dit... c'était incroyable. Et est-ce que ça a eu un impact sur ma santé mentale ? Directement, non.
En fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Si tu veux, encore une fois, l'histoire des montagnes russes, c'est-à-dire que ça monte, et toi, t'es content. Et puis, à un moment donné, ça monte plus, ça stabilise. Donc là, tu fais, c'est bizarre, ça monte plus. Et puis, après, ça remonte un tout petit peu, donc ok. Hein. Et puis après, ça va être quoi ? Ça monte plus du tout. Enfin, tu vois. Donc, en fait, la difficulté, c'est vraiment, et on en revient, c'est l'appréhension du chiffre. C'est qu'est-ce que tu mets derrière le chiffre, toi, en tant que créateur de contenu, en tant que Cécile, en tant que... Et en fait, je pense que... parce qu'au départ, tu te dis, quand j'aurai dépassé les 100 000 abonnés, je m'en fiche. En fait, que j'en ai 100 ou 500 000, ça sera pareil. En vrai, quand t'en as 100 000, t'en veux 110. Quand t'en as 110, t'en veux 120, 150. Et puis en fait, une course. Est-ce que j'aurais une question, moi, à poser à des énormes influenceurs, c'est est-ce que ça s'arrête ? Parce que moi, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Tu sais, c'est ce côté chiffre. Je sais pas s'il y a une véritable fin à ça, mais le fait est que ça te met une sorte de pression, parce que du coup, tu te mets des objectifs aussi, comme toute entreprise. Hein. Tu te dis, bon, ben là, tu vas pas te dire à la fin de l'année, je suis toujours au même truc. Tu vois, tu essayes de faire progresser aussi ce que tu fais. Et comme, encore une fois, c'est une des seules sources fiables qu'on ait de ce qu'on produit, tu dis, si j'augmente, ça veut dire que ce que je fais aussi, c'est gage de... je suis dans l'air du temps, ce que je propose, c'est pertinent, c'est de qualité, puisque les gens continuent de venir me voir, tu vois. Donc tu te mets quand même, mais ça, tu t'en rends pas compte tout de suite, tu te mets quand même une pression. Et au-delà de ça, c'est que quand tu as 10 000 abonnés, tu n'as pas tout ton entourage, tous les gens de ton quotidien qui te suivent. Et moi, ça, je l'ai vraiment senti. C'est-à-dire, moi, jusqu'à 10 000 abonnés, même ma famille ne savait pas que j'étais sur les réseaux sociaux. C'est pour ça, d'ailleurs, que je m'appelais Madame B, parce que je ne voulais pas mettre mon nom de famille, ni mon prénom. À l'époque, on me voyait en photo de dos, jamais mon visage, etc. Parce qu'à l'époque, j'avais aussi un job et que je n'avais pas foncièrement envie que les gens du travail tombent sur mon compte. Et en fait, 10 à 18, tu commences à avoir des personnes de l'école, de l'entourage de mes enfants, et puis 150 000, autant te dire que tu es en vacances, il y a des gens qui viennent te voir parce qu'ils te suivent et j'ai pas de souci avec ça. Mais le fait est que ça te met une pression supplémentaire parce que quand tu sais que des gens de ton quotidien te suivent, tu as moins envie de te montrer sans make-up le matin au pied du lit, tu vois. Je pense que c'est naturel aussi. Tu te mets une pression quand même. Et sur ta confiance, est-ce que tu penses que ça agit sur ta confiance en toi, soit positivement, au contraire, de te dire plus j'ai d'abonnés, plus je prends confiance dans ce que je fais, dans ton feed, dans ta création de contenu même. Ouais, puis même l'estime de soi. Parce que si les autres, tu vois, quelque part, ils t'aiment bien, ça te donne une bonne estime de toi. Enfin, ça te réassure. Je pense ceux qui te disent non, je pense pas qu'on puisse répondre non à cette question, évidemment. Mais ça, c'est dans tout. Demain, tu es dans ton boulot, tu fais quelque chose, tout le monde t'encense et te dit « mais c'est génial, ce que tu as fait, c'est super ». Ça te met en confiance. Tu te dis, OK, j'ai assuré sur cette mission, allez, je vais à fond sur la prochaine. Je pense que ça, c'est pas propre à la création de contenu, mais qu'effectivement, le prisme des réseaux sociaux amplifie ce phénomène-là parce que c'est pas 3 collègues et il y a un responsable qui te le disent. C'est beaucoup de personnes. Donc, si un jour, tu as, 10 000 personnes qui disent c'est super versus le lendemain, 3, tu vas te remettre en question. Tu vas te dire, et tu vas pas te dire c'est lui qui a moins bien fait, c'est toi. C'est toi qui étais seul, c'est toi qui as fait ta création de contenu, tu es le seul responsable, donc tu vas remettre ça sur toi. Mais je reviens sur parce que moi, je t'ai connue à ce moment-là, cette étape des 18. Et je t'ai vu c'était en juin, de toute façon je pense que je me rappellerai. Donc c'était en juin, on s'était vu et je me rappelle, je t'avais envoyé un message parce que forcément moi aussi, lancer les réseaux sociaux, effectivement au début je m'étais dit tiens j'aimerais bien être à 5-6 000 parce qu'en fait moi mon réseau social c'est
c'est ma communication sur mon entreprise. Donc, du coup, voilà. Et je me rappelle, je t'avais fait une capture d'écran, je t'avais dit, waouh, il s'est passé quoi? Et en fait, au-delà du chiffre, j'ai trouvé que, en fait, tu avais un réel épanouissement dans ce que tu faisais. Et du coup, je trouvais vraiment ton évolution à travers ta création de contenu, au-delà du fait que les chiffres montaient. Moi, j'ai senti vraiment que tu prenais plaisir et que justement, ce côté estime de toi ou à réfléchir sur ça va pas leur plaire, ça va leur plaire, voilà. Je trouvais que tu avais plus de lâcher prise tout en étant dans la perfection parce qu'effectivement, ton travail, il est toujours très carré. Voilà, bon, je suis tous tes trucs, hein, de toute façon, tu le sais. Mais en fait, voilà, je trouve, alors peut-être parce que je te connaissais et du coup, je suis peut-être pas très objective, mais j'ai trouvé que vraiment, il y avait en fait à un moment donné beaucoup plus de plaisir. Et je pense qu'en fait, ce plaisir que tu as dans tes créations de contenu, en fait, ça se décuple. Et du coup, les gens, ils ont envie de te suivre parce que tu dégages vachement ce plaisir en fait de faire la chose. On sent pas justement tout ce côté pression qu'il peut y avoir derrière. Et on sent que tu fais vraiment quelque chose qui te plaît énormément et que tu t'épanouis complètement dans tes vidéos, dans tes photos. Et du coup, t'emmènes les gens avec toi, en fait. Enfin, moi, c'est mon ressenti que j'ai dans ton travail, tu vois. En fait, quand on s'est vu, j'étais sur une phase où je faisais beaucoup de choses sans lâcher prise. C'est-à-dire que je faisais... pensant que les gens qui me suivaient déjà, c'est ce qu'ils voulaient. Enfin, tu vois, je me mettais, je pense, trop la pression, justement. Et à un moment donné, je me suis dit, de toute façon, mon chiffre stagnait. Enfin, je veux dire, ma communauté, c'était 18 000 personnes. Et je me suis dit, bah voilà, on va rester à 18 000. Mais en fait, tu vas faire ce qui te plaît. Tu vas arrêter de faire des choses en te disant peut-être que ça va leur plaire ou pas. Et en même temps, j'avais fait un travail aussi sur moi parce que voilà, c'est important de travailler sur soi et d'apprendre toujours mieux à se connaître. Donc, j'ai fait un travail sur moi et est ressorti de ce travail que la créativité, le côté créer de ses mains, c'était très important pour moi. Le côté déco aussi, où j'avais un syndrome de l'imposteur, il fallait que j'y aille parce que si c'était ça, il fallait y aller à fond. Et en fait, je me suis dit... Maintenant, je me fais plaisir, je produis du contenu sur des choses qui me font plaisir. Voilà. Et ça s'est vraiment senti. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vraiment senti. Et tu es pas la seule à me l'avoir dit. En fait, les gens m'ont dit, mais c'est incroyable parce qu'en fait, finalement, j'avais pas changé, j'étais la même personne. Oui. Et j'ai juste décidé de montrer... À l'époque, tu vois, j'aurais fait, admettons, un DIY, j'aurais montré le résultat final, en disant, j'ai fait ça et je le pose là, tu vois. Sauf que là, je montrais aux gens tout ce qu'il y avait eu en amont. Et donc, les gens se sentaient concernés parce qu'en fait, ils se disaient, mais elle l'a fait et tout, c'est super beau. Et en plus, moi, je peux le faire. Donc, il y a eu cet effet, si tu veux, où accessibilité, je rendais accessible quelque chose qu'ils pensaient pas capable de faire. Tu vois, parce que moi, j'ai beaucoup de femmes dans ma communauté. Et donc, des fois, je prends la scie sauteuse et les femmes me disent, mais attends, t'as pas peur, la scie sauteuse, de couper et tout? Je dis, alors, pour te dire la vérité, la première fois que j'ai pris une scie sauteuse, j'ai mis la lame à l'envers et j'ai scié vers moi. J'ai un copain qui m'a appelé, m'a dit, écoute Cécile, je viens de voir ta dernière vidéo, ça va pas du tout. La scie, il faut scier dans ce sens et il faut mettre la lame de l'autre côté, sinon tu vas te couper la cuisse. Et effectivement, ce jour-là, il l'a pas su parce que je l'ai coupé au montage, mais je l'ai coupé mon meuble. Ah oui. Tu vois, donc bon, tout ça pour dire que... Une artère fémorale quand t'es toute seule. J'étais mal d'en sortir. Et souvent je dis aux femmes, en fait, y a pas de, j'ai pas de secret. En fait, un jour j'ai pris la scie sauteuse, j'ai regardé 2 vidéos YouTube, bon a priori pas les meilleures. Hein. T'as entaillé ton meuble au passage. Et ça, je le dis toujours. De toute façon, on apprend que de ses erreurs. Tu vois, tu apprends jamais de tes réussites. Donc, je me suis trompée. Souvent. On en parle souvent. Je me suis trompée. Et puis, je me suis dit, alors là, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et je me suis renseignée. Ah oui, c'est comme ça. Et en fait, petit à petit, il y a 2 ans, 3 ans, tu m'aurais dit poser une tringle à rideau. Je t'aurais dit, attends, je vais appeler... mon mari va venir poser la tringle à rideau. Maintenant, je pose les trucs tout seul chez moi. Il faut un début à tout, tu commences et puis t'apprends. Mais tu prends plaisir. Ça, c'est le plus important. Et tu prends en assurance aussi, donc à titre perso, en fait, au final. Ouais, ça, tu t'en rends même pas compte, tu vois, parce que la dernière fois, c'est mon mari, j'ai posé le miroir dans la chambre de
de ma fille et il m'a dit tu vois, au final, maintenant, tu sais faire toute seule, quoi. Ouais. Je sais plus rien. Et en fait, je l'ai fait spontanément. Enfin, je l'ai fait, j'allais dire machinalement, comme ça. Je me suis pas... Enfin, voilà, des fois, tu n'es pas toujours en train de t'analyser. Donc, je me suis dit, ouais, c'est vrai que... Et tu te rappelles comme ça, effectivement, il y a quelques temps, mais une tapisserie. Quand j'ai posé la tapisserie la première fois chez moi... En plus, tu sais, quand tu fais de la création de contenu, qu'on te contacte pour quelque chose, tu as à cœur de bien le faire. Donc tu te dis, la tapisserie, il faut quand même pas que je la décale, quoi. Et pareil. C'est mieux que les laits correspondent, effectivement. Tu m'aurais vu au Brico Leclerc. Donc alors, pour la tapisserie, il faut la colle. Là, j'ai tout. Les gens, ils te regardent. Oui. Mais comme tout le monde, en fait, tu vois. Oui. Et donc, quand on me demande, parce que il y a des gens qui disent mais c'est pas accessible pour moi, mais en fait c'est accessible pour tout le monde. Si tu as envie d'essayer, faut y aller. Et je suis persuadée. Alors il y a des gens qui sont plus manuels que d'autres, donc ils vont décoller une fois la tapisserie. Il y en a qui vont la décoller 100 fois, mais à la fin le résultat il sera le même. Oui, ça ne sera pas marqué sur la tapisserie comme une fois elle a été décollée, ça c'est sûr. Tout à l'heure, Cécile, t'évoquais le fait de te sentir seule aussi quand on fait de la création de contenu. Je pense que ça peut parler aussi aux entrepreneurs, ce côté très, très seul. Toi, comment tu fais pour justement plus te sentir seule malgré le fait que les gens puissent penser que tu as une interaction sociale de dingue? Bon, il y a plusieurs choses. Dès que je le peux, et si je le peux, c'est de travailler avec d'autres personnes. Donc, pas forcément sur le contenu, mais par exemple, d'avoir quelqu'un avec qui tu peux, à qui tu peux donner une partie de ton job, une partie de ton travail. Donc, par exemple, moi, en l'occurrence, depuis fin de l'année dernière, là, depuis novembre, là, on est en janvier, donc ça fait que quelques mois, j'ai décidé de travailler avec quelqu'un qui gère aujourd'hui mes demandes entrantes de collaboration, ma facturation et aussi un petit peu la prospection. Parfois, si c'est le cas, par exemple, tu as un projet réno et tu veux tenter auprès de certaines marques de faire une collaboration pour ce projet bien précis. Donc, tu vois, là, dans ce cadre-là, de pouvoir à la fois donner une partie de ta charge de travail et en même temps d'échanger avec quelqu'un qui n'est pas toi, pour moi, c'est une bonne chose. Ça me permet d'avoir un avis différent. Et Dieu sait que parfois, tu as besoin, parce que face à des marques, tu te demandes si tu es objectif, pas objectif. Donc, c'est bien. Et aussi parce que tout simplement, tu as une interaction avec un autre être humain et que ça fait du bien. Donc ça, c'est par exemple quelque chose que moi, j'ai mis en place. J'échange aussi avec d'autres créateurs de contenu. Parce que c'est difficile d'échanger avec des gens qui font pas de créa de contenu, parce que des fois tu parles de choses, ça parle pas, tu vois. Alors qu'avec quelqu'un qui fait le même job que toi, de pouvoir échanger, de pouvoir partager aussi une crainte, de pouvoir partager quelque chose qui n'a pas fonctionné, voir ce que l'autre en pense, etc. Donc voilà, pouvoir partager avec quelqu'un qui fait la même chose que moi. Et après, je m'oblige aujourd'hui à avoir une vie sociale à l'extérieur. Donc ça a été très difficile parce que dans mon cas, j'ai déménagé dans le même temps. Donc en fait, je me suis retrouvée sur une région où je connaissais personne. Le seul moment où je rencontrais des gens, c'est à l'école, quand j'amène mes filles. Et bon, c'est pas le moment où c'est le plus facile pour... toutes les mamans sont débordées. C'est pas le moment où tu es là à pouvoir discuter pendant... Donc voilà, je savais que ça allait être difficile par ce biais-là. Et finalement, tu vois, j'ai fait des petites choses. J'ai fait, par exemple, de la céramique. Et ça m'a permis d'aller sur un atelier de céramique où j'ai rencontré d'autres personnes. Voilà, j'essaye en tout cas d'avoir des interactions qui soient autres aussi que le pro, pour pouvoir échanger avec d'autres personnes sur autre chose que mon travail. Oui, et rencontrer des gens. Voilà, parce que c'est important aussi. Et voilà, et après, on l'oublie aussi. Moi, j'ai eu du mal à accepter d'aller sur des événements, par exemple, en tant que créateur de contenu, parce que je ne suis pas forcément à l'aise, tu vois. Je suis pas, malgré que je sois souvent derrière la caméra, je ne suis pas une femme de lumière. Je préfère toujours être une femme de l'ombre. Donc, aller à un événement face à des gens que je ne connais pas,
alors que tu dois paraître quelque part un petit peu sûr de toi, hein, parce que c'est un peu ce reflet qu'ont les gens de qui tu es. Ça me demande un effort. Donc c'est vrai que très souvent j'ai dit non. Et puis j'ai décidé de sortir un peu de ma zone de confort et de dire oui. Et en fait je me suis rendu compte qu'en faisant ça, souvent je rencontrais des gens qui étaient comme moi. Et voilà. Et donc du coup ça a étoffé aussi comme ça un petit peu mon réseau. Et je l'ai fait 1 fois, 2 fois, et j'ai vu que c'était pertinent. Et donc je me suis dit, voilà, quelquefois de le faire sur des choses qui ont du sens, où je sais qu'il va y avoir des personnes qui sont sur le même univers que moi, par exemple. Oui, maintenant, si tu m'invites à venir faire un truc, je sais pas, moi, sur un univers complètement différent du mien qui ne me parle pas, je vais pas en plus me faire violence sur un truc qui ne me parle pas. Voilà. Donc c'est des petites choses, mais c'est pas évident. C'est pas évident. On m'a parlé à un moment donné, tu veux pas faire du coworking, etc. Mais le coworking, déjà c'est un coût. Ensuite, ici, dans nos campagnes, les coworking, c'est plutôt à 30-45 minutes de voiture. Bon, dans ton quotidien, où toi, en plus, tu dois créer du contenu chez toi, tu dois te mettre cette contrainte supplémentaire. Voilà, c'est pas quelque chose qui correspondait à moi ce que je fais. J'aurais été dans une grosse ville avec d'autres créateurs de contenu, peut-être tu vois, ça aurait été pertinent de faire un coworking à plusieurs où 1 fois semaine tu te retrouves, on brainstorm ensemble. Enfin voilà, il y a des façons de faire des choses, je pense, à plusieurs pour pouvoir t'aider aussi à sortir de toi tout seul chez toi. C'est sûr. Et alors, au tout début du podcast, d'ailleurs, tu l'évoquais, ta phase de burn-out dans ton ancien emploi. Est-ce que tu as retrouvé, ou est-ce que tu as été confronté dans ton métier actuel à des phases d'anxiété ou de burn-out reprendre chemin, et où là, tu as mis des choses en place pour l'éviter? Alors j'allais dire, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai déjà été en burn-out, donc je sais l'identifier aujourd'hui. Je pense qu'on guérit jamais vraiment d'un burn-out. Je pense que on sait mieux l'appréhender. C'est-à-dire que aujourd'hui, je sais reconnaître quand je commence à être bas. et voilà. Et je sais qu'il faut pas que j'aille plus bas qu'un certain niveau. Et donc aujourd'hui, ma façon de réagir, c'est vraiment de ralentir à ce moment-là, de m'éloigner des réseaux sociaux. Certains vont me dire, ouais, mais tu postes tous les jours en story, etc. Oui, mais c'est pas parce que tu postes 3 ou 4 stories sur la journée que tu as été toute la journée sur les réseaux. Donc voilà, c'est d'essayer, si tu veux, de prendre du recul, de discuter avec des personnes extérieures à ce que tu fais, de ce que tu vis, et d'essayer de prendre du recul, parce qu'il y a que ça qui fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, des fois tu as envie de tout envoyer valser, et puis après voilà, tu prends du recul et dis ok, entre ne rien faire et envoyer tout valser, il y a peut-être un juste milieu. Et ressaisis-toi, et et toujours garder à l'esprit qu'est-ce qui te fait du bien, dans quoi tu t'éclates, qu'est-ce que tu aimes faire, et garder cette ligne que je me suis fixée à un moment donné, parce que c'est là où je suis le plus épanouie, tu vois. Et je pense que mine de rien, là où quand tu es le plus épanoui, c'est ce que les gens aussi ressentent, et tu le disais tout à l'heure. Moi, je l'ai ressenti, etc. Et je pense que véritablement, les gens ressentent quand aussi tu vas bien. Et à différentes étapes de ma vie, quand j'ai eu à communiquer des choses, parce qu'on dit on communique beaucoup de positif, mais parfois il m'est arrivé d'avoir des mauvaises nouvelles, et j'en ai aussi partagé, peut-être pas tout et tout le temps, mais quelques petites choses. Et des fois, les gens te disent, tu vois, j'avais senti que ça allait pas, que ça allait moins bien, donc je pense que les gens le sentent en plus. Puis ça permet aussi peut-être de prendre un recul face à la situation, parce que c'est vrai que des fois, quand on nourrit du négatif, on voit que le négatif. C'est ça. Alors que là, d'échanger, mais c'est peut-être de poser les choses plus calmement, et de prendre ce recul nécessaire. Donc c'est vrai que de déconnecter, j'en parle souvent et je fais rire Pauline là-dessus, parce que même moi, rien qu'en tant que consommatrice, des fois j'ai mon timer d'appli, et quand je vois le temps passer sur Insta principalement, je me fais peur et je me dis, bon, là on va couper un petit peu parce qu'il y en a trop, quoi.
Et pourtant, je suis que consommatrice. Donc, j'imagine qu'en tant que créatrice, c'est des fois grisant. Mais Moi, j'ai un avantage. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai un mari qui n'est pas consommateur des réseaux sociaux. Donc, il n'est ni sur Facebook, ni sur Instagram. Donc, tu n'échanges pas. Donc, si tu veux, lui, il me rappelle très vite à l'ordre. À la réalité. Et à la réalité, c'est-à-dire que des fois, il me dit, tu vois, le soir, on s'installe sur le canapé. Moi la première, bon, la clé, c'est la communication, hein, on le sait très bien. Mais moi, la première, je lui ai dit que j'avais envie de, le soir, couper davantage parce que créateur de contenu, c'est non-stop. Moi, des fois, à 21h jusqu'à 23h30, minuit, où je vais me coucher, c'est des messages privés pour répondre aux gens. Ton canapé, il vient d'où ? Et pour le DIY, la colle, c'était quelle marque ? Et donc, si tu veux, ça, c'est une partie du travail qui est cachée, parce que les gens, à part celui qui t'a posé la question et à qui tu as répondu, personne ne sait à combien de gens tu as répondu sur la journée. Oui, et encore, il a l'impression d'être tout seul. Exactement. Et moi, j'avais dit à mon mari, tu vois, le soir, maintenant, j'aimerais vraiment qu'à partir de... sauf les soirs où je poste, parce que tu dois répondre aux gens, mais les soirs où je poste pas, que vraiment, quand on s'installe sur le canapé, c'est sans téléphone et on se met un truc qu'on a envie de regarder. Et donc, il y a la théorie et la pratique. Et souvent le cas. Voilà. Et quand la pratique arrive et que tu commences à dégainer le téléphone, moi, après, je lui ai toujours dit, parce qu'il me dit, j'ai pas envie de faire la police, etc. Mais moi, je lui ai dit, il faut faire la police. Je te demande de faire la police parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui fasse la police. Donc, il me dit, voilà, là, on a dit qu'on regardait la télévision. Et effectivement, je prends mon téléphone, je le coupe. Et ça, j'essaye de le faire vraiment systématiquement quand je suis pas en train de poster, parce que il faut. Enfin, tu vois, et d'avoir quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux, encore une fois, ça aide, parce que lui-même n'est pas en train de regarder un truc pendant que toi... Donc lui, une fois qu'il a fait le tour de l'actu, si tu veux, il a envie de regarder la télé. Donc c'est aussi plus facile pour moi, parce que ça m'aide, tu vois, à recanaliser. Un temps de déconnexion. Ouais. On dit le droit à la déconnexion quand on est salarié, mais c'est vrai qu'on n'imagine pas que ceux qui créent du contenu aujourd'hui, franchement, ne déconnectent que très peu, quoi. C'est quasi infaisable. Il y a des gens qui te disent qu'ils le font et il y en a qui arrivent à le faire. Et je leur tire mon chapeau. Moi, chaque année, je me dis, cet été, je coupe les réseaux sociaux pendant mes vacances. Et chaque année, je partage mes vacances sur les réseaux sociaux. Je veux dire, en même temps, à la base, quand j'ai commencé à partager, c'était pas dans cette volonté d'en faire mon métier. C'était pas un métier à l'époque, tu vois. T'avais les blogueurs qui venaient sur les réseaux sociaux, mais leur métier, c'était d'être blogueur. Moi, je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'ai juste partagé comme ça mes assiettes quand j'allais manger dans un truc qui était sympa. Voilà, mon quotidien. Et ça en est devenu aujourd'hui un métier, mais j'aimais bien partager, tu vois, ce côté partagé. Justement, on disait tout à l'heure, moi j'ai un caractère, je suis quelqu'un qui a du mal à aller vers les gens quand je ne connais pas. Et donc, si tu veux, les réseaux sociaux, pour moi, ça m'a ouvert aussi à pouvoir rencontrer des gens que j'aurais sans doute jamais rencontrés dans la vraie vie, parce que j'aurais pas osé aller vers les gens, tout simplement. Et donc, tu vois, ce côté partage, je me verrais pas de tout l'été pendant 3 semaines pas partager, tu vois. Ne plus donner de signes. Ne plus donner de signes. Donc, je ralentis, mais je coupe pas complètement. Et donc, c'est vrai que tu es en vacances, tu vois un truc sympa et tout de suite, tu as envie de faire une photo ou tu as envie de... Ah ouais, ça, il faut trop montrer que c'est super et tout, il faut partager aux gens, c'est un truc à faire. Et donc, tu partages. Et donc, comme ça, de fil en aiguille, il y a des fois où tu te dis, j'ai encore une fois... Et ça, de plus en plus, je me dis, je ne suis pas dans le moment présent, tu vois. Et bon, est-ce que ma limite est la bonne ? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. En tout cas, j'essaye de faire au mieux. J'ai l'impression, tu vois, j'ai mes filles, je les ai le mercredi toute la journée. Le soir, je vais les chercher moi à l'école. Voilà, je me force parce que la vérité, c'est ça. C'est qu'à la fin, tu sais, souvent, tu as envie de regarder si tu as eu des messages. Je me force à ne pas regarder parce que je veux un temps de qualité avec mes filles et que je sais que si je suis sur mon téléphone, je ne suis pas en train de les écouter. Je suis en train de les écouter en regardant mon téléphone et donc c'est pas... Voilà. Je détestais quand mon père faisait ça, pourtant j'étais adolescente déjà. Donc mes enfants petits, hors de question de faire ça. Donc voilà, il y a ces moments où effectivement je ne suis pas disponible.
Et c'est vrai que s'accorder des temps, des îlots de temps sur des choses importantes, je pense que ça permet aussi d'équilibrer, mais pour tout type de vie. Hein, quand on travaille énormément, qu'on a des journées chargées, c'est vrai que des fois de prendre 5 minutes en cocon restreint, ça permet aussi de repartir de plus belle et de pas laisser ce down trop longtemps aussi. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est dans toute ton évolution, même si, comme tu dis, on remonte très difficilement d'un burn-out. Enfin, c'est d'après la médecine aussi, hein, c'est ce qu'il en dit. C'est que c'est très difficile de reprendre le dessus. Et en fait, ce que je trouve que le travail que tu as fait, et on l'évoque très régulièrement dans nos podcasts, en fait, c'est que tu connais tes besoins et tu connais tes limites. Et en fait, je pense que c'est la clé aussi, à un moment donné, pour s'éviter en fait d'être trop en haut ou trop en bas, parce que tu sais qu'à ce moment-là, je n'ai plus besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et là, quand tu as dit ton mari pour la police, c'est hyper bien, parce qu'en fait, quelque part, tu sais que toi, tu as peut-être du mal à te poser cette limite-là, mais tu sais que lui, tu vas te la poser et que tu en as besoin. Donc, en fait, je trouve que ton travail perso pour ta santé mentale, je trouve que d'un point de vue extérieur, c'est très pertinent. Et tu as fait un sacré boulot sur toi. Je continue, parce que je pense que c'est... ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, oui. Ouais. Et puis, on dit souvent... J'ai eu 40 ans cette année, on dit souvent que à 40 ans, tu te connais, etc. Effectivement, parce que moi, de mes 30 à mes 40, c'est là où j'ai le plus consenti à apprendre de moi-même, tu vois. Et je pense que tant que tu ne te connais pas, tu peux pas, en fait, véritablement savoir là où tu vas t'épanouir, parce qu'en fait, tu ne sais pas qui tu es, tu sais pas ce que tu aimes faire. Voilà. Et en fait, les vraies questions, c'est ça. Je trouve qu'on devrait d'ailleurs, plutôt qu'enseigner l'histoire poussée à nos enfants, leur apprendre à mieux se connaître. Non, mais vraiment, hein, je trouve que c'est quelque chose de très important. Et voilà. Et je continue, et je continuerai, parce que il y a encore des choses sur lesquelles la marge de progression peut être faite. et voilà, et c'est important. Mais c'est intéressant de voir ton évolution sur le fil de l'âge, là, comme tu le dis, entre tes 30 et tes 40 ans cette année. Donc, c'est 10 années que tu as mis au service de la création de contenu et ton évolution. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais dire, au-delà de quelqu'un qui veut se lancer, qu'est-ce que tu te serais dit à toi il y a 10 ans? Alors, il y a 10 ans, la création de contenu était différente. Donc, je ne sais pas si je me serais apporté les mêmes niveaux de technicité. Voilà. Mais en tout cas, j'aurais dit une chose, c'est qu'il ne faut pas regarder que ce qui est public, en fait, sur les réseaux sociaux. C'est peut-être d'aller au contact de plusieurs créateurs de contenu pour échanger et voir un petit peu qu'est-ce qu'il en ressort. Parce que, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout le côté un peu moins sympa et pas visible. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et je le disais tout à l'heure, toutes les personnes ne sont pas aptes déjà à être entrepreneurs. Donc d'être son propre patron, ça nécessite... souvent, les gens me disent « mais je ne sais pas comment tu fais à travailler depuis chez toi ». En fait, moi, ça ne me pose aucun souci. De toute façon, des fois, je dis « je suis née pour bosser ». Ça ne me dérange pas de bosser, en fait. Oui. Non, mais tu vois, ce que je fais, j'aime le faire. En fait, je me dis pas il va falloir travailler, quoi. Je suis contente. Je me dis, aujourd'hui, tu vois. Alors, il y a des projets qui t'enthousiasment plus que d'autres. C'est vrai que poser la tapisserie, j'étais un peu moins... mais J'adore voilà. ça, moi, de poser la tapisserie. Mais écoute, la prochaine fois, je t'appelle pour faire un projet. Avec plaisir. Mais voilà, je lui dirais qu'il y a certaines qualités qui sont nécessaires pour être entrepreneur et qu'il faut creuser pour voir si c'est son cas ou pas. Et après, sur la création de contenu, il faut certaines aussi qualités que tout le monde n'a pas, je pense, et voilà, et creuser cette piste aussi. Donc, moi, si je peux dire, c'est pas donné à tout le monde, et c'est pas juste poster des vidéos depuis son canapé pour dire que le chocolat, il est bon. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail, ouais. Et bon, moi, après, j'ai été longtemps... Enfin, mon métier de base, c'est la communication et le marketing. Donc, peut-être que ça m'a aussi...
je dirais pas que ça m'a aidée, mais j'aimais déjà ça, tu vois. Donc ça a été une suite logique, en fait. T'avais l'appétence. Dans mon métier, ce qui finissait par me manquer, et c'est un peu aussi les raisons qui m'ont poussée au burn-out, c'est qu'on m'enlevait la créativité, on m'enlevait tout ce côté créatif pour ne me rappeler que les chiffres. Bon, tu vois, que les chiffres, ça m'intéresse plus. Et le jour où sur Instagram, il y aura que les chiffres et plus le créatif, ça m'intéressera plus non plus, je pense. Ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai identifié que la partie créative, c'était ce qui m'enthousiasmait, ce qui me procurait de l'énergie, tu vois. Ce qui te faisait vibrer. Oui. Et c'est ça, je pense qu'il faut aller vers des choses qui nous attirent, qui nous épanouissent. Mais on parlait de vibration, quoi. De ce truc, écouter son instinct, on en a beaucoup parlé dans le podcast, etc. et tout. Mais c'est aussi d'avoir cette petite flamme, en fait. Moi, j'estime qu'on est tous avec une quête dans sa vie et qu'il faut juste trouver comment l'amener. Et puis, tu vois, moi, une fois que j'ai eu identifié la partie créative, je me suis dit, mais bon, alors il faut que je travaille quoi ? Le bois, la céramique, tu vois, il fallait que je trouve... Je me disais, qu'est-ce que je vais créer ? Parce que créativité, je m'étais dit, créativité, création, il faut créer un truc, quoi. Et puis, c'est là que j'ai rencontré une personne qui m'a aidée sur un coaching, où elle m'a ouvert, en fait, cette perspective que je n'aurais pas réussi à ouvrir toute seule, qui est de se dire, finalement, être créatif, travailler de cette partie créativité, c'est pas forcément créer quelque chose unique et le vendre, tu vois. Ça peut être créatif. Donc elle m'a dit, par exemple, toi tu aimes la déco, donc tu peux mêler la créativité à la déco. Et si tu veux, là je me suis dit, ok, donc en fait je peux allier les deux. Et après elle m'a dit, et en plus, quand tu parles déco, toi tu vois tout de suite décorateur d'intérieur, etc. Mais il n'y a pas que ça. Tu es dans le marketing et la communication, ça peut tout à fait être quelqu'un qui accompagne les gens dans leur com et qui, eux, sont architectes, décorateurs, maîtres d'œuvre, peu importe. Et là, je me suis dit, ouais, mais en fait, il y a plein de perspectives différentes. Et de ce moment-là, ça s'est ouvert et j'ai vu, en fait, tu vois, tout ce qui était possible. Et là, j'ai commencé à travailler et à me dire, OK, ça oui, ça non, ça peut être. Et encore une fois, ce qui me convient aujourd'hui, je suis OK que dans 5 ans, ça me conviendra peut-être plus, ça sera autre chose. Et c'est pas un problème. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on a tellement été... Enfin, moi, j'ai tellement été éduquée avec... il faut travailler dur à l'école, avoir un bon diplôme, travailler dur dans ton boulot, faire ses preuves, rester là où tu es parce que c'est signe que tu travailles bien... En fait, et le changement, c'est pas vu comme quelque chose de toujours très positif. À l'époque. C'était pas du tout vu comme quelque chose de positif. Moi, le premier job que j'ai fait, je suis partie au bout d'1 an et demi et je me souviens mon père me dire « Déjà ?» Je dis « Bah ouais, je veux dire, moi j'ai fait le tour et je me fais chier, quoi. Je me fais chier dans ce que je fais. Je vais pas rester parce que ça fait bien de rester. » Et souvent, je suis partie de mes jobs, j'avais rien derrière. Les gens me disaient « Mais elle est complètement folle. » Bon, à l'époque, j'avais pas d'enfant. C'est sûr que ça t'aide aussi à faire des choix. Mais moi, du moment où je me suis embêtée quelque part, je suis jamais restée. Je me suis donné cette règle. Je pense que c'est le point commun de nous trois, là. Non, moi, je me suis entêtée quand même. mais en fait, en discutant et en voyant ton vécu, je me dis c'est aussi dans notre éducation. Moi, j'ai eu des parents, par contre, qui n'ont pas eu peur de reprendre les études tard, n'ont pas eu peur de... pas forcément trouver leur voie de suite. Et j'ai eu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'au début que j'ai commencé à travailler, j'étais angoissée par le fait de me dire ça peut s'arrêter. Et donc plutôt de prendre des choses alimentaires pour être sûr que ça soit cadré, en fait. Mais l'aspect financier, moi, ça a régi beaucoup de mes décisions pendant longtemps, jusqu'au jour où j'ai identifié qu'en fait, c'était une peur. Oui. Et qu'en fait, je choisissais pas justement ce qui me plaisait, mais je choisissais ce qui me rassurait. Et du jour où je me suis rendu compte que mes choix, c'était des choix raisonnés pour ne pas avoir peur, je me suis dit, mais tu fais tout ce qu'il faut pas faire, tu vois. Et là, je me suis dit, OK, donc on reprend à zéro. Dis-toi que tous les mois, tu vas avoir ce qu'il faut qui rentre. Et maintenant, tu vas choisir ce que tu as envie de faire.
Et c'est comme ça que j'ai réussi à débloquer ça. Sans ça, franchement, je pense que... Ça t'a déculpabilisé, en fait, de... Non, ça m'a enlevé la peur. C'est pas la culpabilité, hein, c'était vraiment Une peur. une peur. Moi, mes parents, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on n'a pas toujours eu tout ce qu'on voulait. Et la peur du manque, tu vois, la peur de manquer de quelque chose. J'ai travaillé presque 15 ans au Luxembourg. J'étais très bien payée. Et la dernière fois, le dernier job où j'ai fait mon burn-out, c'est parce que, comme toi, je me suis entêtée, parce que j'étais très bien payée et que je me disais... Il faut rester à tout prix. Je ne vais pas partir d'un truc très bien payé, je ne retrouverai jamais ça, tu vois. Et qu'est-ce que tu veux de plus que ça, en fait? Parce que la vie c'est ça. Tu vois. Et en fait, c'est parce que tu raisonnes sur la peur financière, en fait. Hein. Donc c'est normal. Enfin, on doit tous payer nos remboursements de crédits divers et variés. En plus, maintenant, moi, j'ai des enfants. Donc c'est normal. Mais quand tu fais des choix... Il faut des choix pour ton boulot, il ne faut pas les faire avec cet aspect financier. Tu ne fais pas les bons choix sinon. Oui, donc moi aujourd'hui, je fais des choix de cœur. Alors, des choix de cœur. Je me fais critiquer parfois sur les réseaux sociaux pour ça. J'ai fait une vidéo où j'ai présenté mon parcours, où j'ai expliqué que j'avais eu un burn-out, que je travaillais en marketing, en communication, qu'aujourd'hui, maintenant, j'habitais le Sud-Ouest, que j'avais un mari, 2 enfants, que je faisais de la création de contenu. J'ai eu des commentaires, c'était heureusement que monsieur travaille. Moi, j'ai jamais rien demandé à mon mari. Hein. Je me suis toujours assumée toute seule. J'ai travaillé dur, j'ai mis de l'argent de côté, je me suis lancée à mon compte, j'ai gagné ma vie. Alors des fois plus, des fois moins. J'ai jamais eu besoin de personne. Mais les gens, tu vois, portent un jugement sur toi. Et effectivement, un des jugements, c'est le fait que, soi-disant, tu t'enlèves cette peur parce que tu peux compter sur quelqu'un. En vrai, les gens qui te disent ça, c'est leur peur à eux. Ah, mais ça, c'est sûr. Oui, de toute façon, après, on projette parfois plus nos peurs sur notre entourage. Donc souvent, je leur dis à ces gens-là, donc je leur réponds en message privé, qu'il faut vraiment qu'ils fassent un travail sur eux parce que s'ils font tous leurs choix comme ça, c'est ce que je faisais avant et que c'est un vrai problème pour eux. Mais est-ce que, alors tu parlais de la condition de la femme aussi en off, etc. Est-ce que tu penses qu'aussi c'est pas le fait d'amoindrir parce que tu es une femme sur les réseaux sociaux et qu'il faut souvent ramener... c'est des femmes qui font ces... Oui, mais c'est le pire. Hein. C'est le pire. En dehors du podcast, que toi, ta solution perso, elle avait été justement qu'une coach, une sophrologue t'a dit il faut trouver tes outils pour pouvoir gérer tout ça. Toi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme outil aux gens qui peuvent être face à des crises d'anxiété, un burn-out ou une santé mentale fragilisée ou le besoin de s'en sortir ou de trouver des solutions? La première, c'est de se fixer des limites. Alors, quand on le dit comme ça, c'est facile, mais en vrai, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Donc, je pense qu'il y a un moment donné où il faut se dire, voilà, mes limites à moi, c'est quoi? Et par rapport à ces limites-là, se dire, je ne vais pas au-delà de ça. Et se faire accompagner. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, pour me mettre ces limites-là, j'ai besoin de quoi pour mettre ces limites-là? Par qui je me fais accompagner? Et c'est ce qu'on disait, suivant les personnes, tu vas privilégier un professionnel différent. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'un psy, il y a des gens qui vont juste aller voir le médecin, il y en a qui vont avoir besoin de faire un peu d'ostéopathie, il y en a qui vont aller voir une sophrologue. Après, le moyen, c'est en fonction de toi, de tes besoins, et voilà, et te faire accompagner, parce que moi, très longtemps, je me suis dit que je ferais toute seule. Je m'en sortirais toute seule, je ferais toute seule. Et puis, quand tu fais un burn-out, tu te rends compte que tout seul, tu vas pas t'en sortir. Et que pire, tu vas continuer de plonger. Donc, vraiment de se faire accompagner et de trouver d'identifier après où sont tes limites. Parce que moi, j'avais aussi un gros souci, c'était de dire non. De toujours accepter dans le travail. Souvent, on vient, on t'en rajoute. Oui. Et puis au bout d'un moment, t'es débordé, t'es sous l'eau, et puis c'est là que tu imploses parce que tu t'en sors plus. Donc voilà, se fixer ces limites-là.
Après, dans le cadre de mon métier aujourd'hui, donc de la création de contenu, ce que je te dis là, c'est toujours valable, peu importe le métier. Mais après, sur la création de contenu, je pense que aussi de bien s'entourer, ça aide. Là, évidemment, le cercle familial, amical, c'est hyper important. Mais après, dans le pro aussi, dans les marques avec lesquelles tu travailles, moi, je privilégie toujours l'humain. On fait toujours des réunions, des visios avant de signer un contrat. Et souvent, c'est le feeling que tu as avec la personne. Enfin, tu sais si ça va matcher, pas matcher. Enfin, une marque qui, d'emblée, te parle chiffres, est très exigeante là-dessus, s'intéresse pas trop au contenu que tu vas produire, etc. Bon, tu vois, après, toi, c'est les valeurs, en fait. Faut savoir s'écouter. Ouais, moi, pas accepter sans s'écouter. Je vais vers ceux où je me sens bien et en adéquation avec les valeurs d'entreprise. Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs d'entreprise et c'est pas pour rien. Donc voilà, bien s'entourer, bien s'associer. On parlait de vibration, donc c'est ça. Exactement. C'est d'écouter ton ressenti à ce moment-là. Nos intuitions, ouais. Vraiment. Et ça, je l'ai... tu vois, on apprend de ses erreurs. Mais vraiment, l'intuition, souvent, j'ai fait des choix où j'avais mon intuition, je ne me suis pas écoutée. Et après, je me suis dit, tu vois, j'aurais dû... m'écouter. Ouais. Ah, mais ça, qui ne se l'est pas dit. Oui. Et là, dernièrement, c'est ce que je disais tout à l'heure, je travaille avec quelqu'un maintenant sur ma partie collaboration. J'ai eu d'autres demandes, donc d'autres personnes qui m'ont sollicité pour qu'on travaille ensemble. Et je n'ai pas travaillé avec ces personnes parce que quand on a fait cette fameuse visio, il n'y a pas eu le feeling. C'est pas passé, en fait. On n'était pas sur la même longueur d'onde, pas les mêmes attentes. Pas les mêmes attentes, pas les mêmes envies, et c'est OK. Ils travaillent très bien avec d'autres personnes, hein, mais voilà, moi, ça collait pas. Et tu vois, j'ai écouté mon intuition. Je pense que c'est le message qu'on peut en tirer. Oui, puis qu'on veut passer, nous aussi, sur l'ensemble de nos podcasts, en fait, de nos échanges sur le développement personnel. On dit aux gens vraiment de s'écouter, en fait, tout ce que tu redisais, en fait, de poser des limites, de connaître ses besoins et de savoir qui on est, en fait, de savoir qui on est. Et de se recentrer, De se recentrer, ouais, sur ses propres besoins et ses valeurs, surtout. Et puis s'octroyer le fait que les choses puissent changer, je pense. C'est-à-dire que tes valeurs, il y a 10 ans, de la Cécile d'il y a 10 ans, sont peut-être plus les mêmes aujourd'hui. Et comme tu dis, c'est OK avec ça. Et le changement peut être positif, en fait. Oui. On évolue. Oui, et puis après, sur l'aspect création de contenu, je trouve qu'il y a quand même une responsabilité de la plateforme. Je réitère là-dessus. Mais je pense que c'est en train de changer. Je pense qu'ils ont compris, enfin, on leur a fait comprendre. Alors, pas forcément les créateurs de contenu, hein, mais toutes les histoires qu'il y a pu y avoir avec le harcèlement à l'école pour les jeunes, etc. Ils sont en train de prendre conscience qu'il y a quand même un travail à mener pour être à l'écoute aussi des problématiques, des nouvelles problématiques qui sont rencontrées aujourd'hui. Et j'espère que ça sera amené aussi à être en faveur à la fois de ceux qui consomment, mais aussi de ceux qui produisent et qui permettent justement aux gens de consommer du contenu. Donc il y a des choses qui commencent à être mises en place. Il y a des créateurs de contenu qui ont été sollicités pour être dans des groupes de travail, etc. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie, ouais. Et tant mieux. Parce que c'est un métier tout nouveau et effectivement, comme tout ce qui est nouveau, il y a un petit temps de latence entre ça émerge et c'est devenu une profession. Et voilà, on était dans ce carcan-là. Et je pense que ça va être amené à évoluer. Mais autant que la sensibilisation sur le harcèlement scolaire a été importante, et on le voit, ça a beaucoup délié des langues, etc. On en parle plus. C'est beaucoup plus amené aussi dans les écoles auprès de nos enfants. C'est vrai que la santé mentale, c'était un peu l'omerta et un peu quelque chose à cacher, autant de par nos aînés. On n'en parlait pas. Et c'est bien qu'il y ait des personnes comme toi aussi qui ouvertement, surtout sur ce milieu-là, au final, de l'influence qui est strass et paillettes, comme tu pouvais le dire. Alors après, c'est tout n'est pas tout beau, tout rose. C'est parce que sans doute ça m'a touchée à moi. Enfin, tu vois, c'est un sujet qui me parle à moi, donc forcément il a une résonance. Et après, l'envie d'en parler, c'est parce que je pense que je suis pas toute seule et qu'en fait, juste si ça peut aider une personne. On l'a pas fait pour rien. Tant mieux. Et je pense que peut-être certaines personnes viendront me parler spontanément pour échanger avec moi sur ce sujet et que, encore une fois, on parlait des moyens de pouvoir
aller mieux et justement quelles sont les astuces. Et ben, ça, c'est une astuce, tu vois, de pouvoir échanger, ne serait-ce qu'avec une seule personne c'est vrai. qui fait la même chose que toi, de tes problématiques et de trouver des solutions, c'est quand même bien. Et puis ça humanise aussi un peu ce métier-là, Oui. qui est de l'ordre du virtuel, exactement. En tout cas, merci de cet échange, Cécile. Et bien, on se souhaite à très bientôt. On va suivre tes projets aussi et on te souhaite plein de réussite et plein de bonheur et plein d'épanouissement dans tes projets. Merci beaucoup.